merci à tous d'être là ce soir pour le premier GDG Bordeaux. Alors du coup, la présentation que vous allez voir est assez simple. L'idée, en fait, c'était de présenter le GDG Bordeaux, GDG pour Google Developer Group. Et alors, pourquoi cette présentation? Simplement déjà, dans un premier temps, Google Developer Group n'a pas vocation à être uniquement de la promotion de Google. Donc on est un ensemble de personnes qui sont intéressées par tout ce que produit et tout ce que peut faire Google, mais on ne s'arrêtera pas nécessairement à ça. Donc on va avoir des soirées qui seront organisées sur les termes, enfin sur la Google I.O., sur les technologies Google, sur ce genre de choses, le hashcode aussi, mais aussi des discussions qui vont aller sur d'autres sujets, sur des sujets d'agilité, sur des sujets de dockerisation, en fait, peu importe. L'idée, c'est pouvoir se regrouper, de se retrouver et pouvoir échanger autour d'un sujet. Alors, pourquoi aussi ceci n'est pas une pipe? Eh bien, simplement parce que donc aujourd'hui, ce soir, c'est moi qui parle, mais on est un groupe et on a vraiment à cœur de rester un groupe, de ne pas avoir de décisionnaire, prendre des décisions ensemble. On est prêt à accueillir plein de personnes, s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre dans l'organisation du GDG Bordeaux. Donc toutes les personnes sont bienvenues. Et puis bien sûr, on invite tout le monde à partager des connaissances avec des présentations ou encore en nous fournissant des contacts de personnes qui seraient intéressées, en proposant des lieux, du sponsorat. Et voilà. Sponsoring, c'est mieux. Voilà. Merci. Maintenant, du coup, je vais laisser la place à Hélène, qui nous fait le plaisir d'être la première personne à faire une présentation pour nous. Merci. Alors, bravo. Bravo pour ce lancement de communauté. Moi, je suis ravie d'être là pour vous présenter la méthode Design Sprint. Alors, c'est une méthode qui a été mise au point par Google Venture et qui a bien travaillé pendant de nombreuses années en accompagnant beaucoup de projets en partenariat avec la D-School de Stanford. Et là, en fait, vous êtes chez Akinum, au Node. Et l'histoire a commencé quand Akinum a co-organisé le Google Launchpad il y a quelque temps. Et certains mentors ont eu la chance de rentrer dans le réseau des Google Experts, dont Stéphane et dont moi. Et puis de cette aventure, on a été formé au Design Sprint, à cette méthodologie-là, à Mountain View. Et ensuite, après avoir fait en dur labeur quelques Design Sprints, on a été certifié par Google. Et donc, on fait partie, on doit être 70, je crois, à peu près dans le monde, à être certifié Design Sprint. Alors, cette méthode, elle est assez géniale. Donc, moi, je vous présente juste très vite mon entreprise, s'appelle Expertise. Et qui est un organisme de formation aux méthodes et à la montée en compétences. Et on essaie de dépoussiérer un peu la formation, mais sans rien de nouveau, en fait. On n'innove pas, on fait juste le plus pragmatique possible et le plus efficacement possible. Voilà. Et en général, ça marche. Alors, la méthode de Google Design Sprint, ça fait partie des méthodes qu'on anime et on forme. Et donc, ça permet de résoudre n'importe quel type de problématique complexe en un temps record, puisque c'est en moins de 5 jours avec une équipe projet qui est constituée. Alors, vous allez normalement vous présenter, mais on fera peut-être ça juste après cette petite présentation micro. Le Design Sprint, le Design Sprint, ce sont des itérations et il y a une première étape, alors une étape, une journée, une première étape qui permet de comprendre. Alors on remet à plat, on enlève toutes nos croyances et nos a priori sur la compréhension de nos utilisateurs, du contexte et des freins qu'ils rencontrent justement et quels problèmes on veut résoudre. Donc c'est une première étape qui est assez fondamentale, évidemment, dans le Design Sprint. Et en général, c'est là où on prend le jus facilement et les journées sont très longues pour la première étape de compréhension. Et à la fin de cette première étape, donc on était parti d'un grand challenge et on a tout éclaté pour faire un focus sur une problématique à résoudre. Donc on a réduit. Une fois qu'on a réduit cette problématique, là on rééclate tout et là on passe à la phase idéation. Donc c'est le deuxième jour normalement. Et sur cette phase-là d'idéation, encore une fois, on va chercher toutes les idées les plus inimaginables et surtout
ce qui fonctionne et existe déjà sur d'autres secteurs. Ça sert à rien de réinventer la roue. Et en revanche, ce qu'il y a de plus pertinent, c'est quand on va chercher une idée et qu'on arrive à la transformer pour se l'approprier et donc, du coup, créer une nouvelle solution. Donc ça, c'est la phase d'idéation. Et ensuite, bien, une fois qu'on a fait cette profusion de solutions, qu'on a proposé ça, on passe à la décision, laquelle va être celle qui va être prototypée pour être testée. Et on essaie évidemment de prendre celle dans laquelle on croit le plus, mais on n'est absolument pas certain que ce soit la bonne solution, puisque de toute façon, vu la multitude de solutions que l'équipe a proposées, on sait très bien qu'il n'y en a pas qu'une, il n'y a pas de recette magique. Et donc, du coup, pour pouvoir la tester, on la prototype, évidemment. Et donc, la dernière étape, c'est le test. Le test en réel, on va valider cette proposition de valeur, ces choix-là qu'on a fait avec des vrais utilisateurs. Et puis, sur le principe de l'itération, c'est soit il y a un go et c'est la bonne solution, et là on y va et on lance le déploiement, soit c'est un no-go, et dans ces cas-là, on revient à l'étape précédente, enfin à l'étape de décision. Donc on a gagné un temps de toute façon extrêmement précieux et colossal lors des premières étapes, et donc dans le cas d'un no-go, on voit à quel moment on revient en arrière pour pouvoir retravailler et continuer d'avancer. Donc c'est toujours enrichissant et c'est toujours un gain, en fait, le résultat d'un design sprint. Alors ça, c'est ce que je vous disais, de toute façon, je vous l'enverrai, mais voilà, c'est la petite histoire. Et encore une fois, pour moi, le design sprint n'invente rien. C'est pas une nouvelle méthode, il n'y a pas d'innovation dans la méthode, c'est pas une baguette magique. Mais en fait, effectivement, les équipes de Google Venture sont allées chercher la substantifique moelle, ce qui fonctionne vraiment bien sur le design thinking, sur le lean, sur l'agile, et ils ont agencé ça d'une telle façon que c'est remarquablement efficace. Voilà. Donc, le design thinking existe depuis de très 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 nombreuses années, mais le design sprint est très récent puisque c'est issu du livre Sprint que vous voyez là en bleu, qui a été écrit par l'ancien Googler Jack Knapp, en co-auteur d'ailleurs, et qui donc est accessible à tous. Alors, ce format a été plus qu'éprouvé parce qu'il y a des milliers de projets qui ont été sprintés, comme on dit. Et donc, on s'enrichit, nous, les Sprint Masters ou Sprint Mentors, ça dépend comment on les appelle, on s'enrichit des bonnes pratiques et des retours d'expérience de chacun. Et c'est ce qui nous permet, du coup, de mieux faciliter ou de mieux animer un design sprint. Alors, dans les cas rapides, pour vous donner des exemples de problématiques complexes, on a effectivement travaillé avec des entreprises qui sont radicalement différentes. Vous pouvez voir tant une entreprise dans le BTP, qu'une banque, qu'une entreprise, une start-up dans la cyber, que Thales qui est loin d'être une start-up. Il y a eu d'autres, alors ça c'est pas nous, mais des Slack, des British Museum & Co qui ont été sprintés et qui sont arrivés à ce qu'elles sont aujourd'hui grâce au design sprint. Alors ce qui est très très pertinent dans le design sprint, moi que j'aime beaucoup, alors évidemment ça permet de mieux comprendre et on est obligé de réellement comprendre la problématique. On trouve de nouvelles idées, mais c'est surtout se travailler seul ensemble que je trouve assez efficace. Très souvent dans les réunions de groupe, dans les travaux de groupe, on dit que c'est le groupe qui va travailler ensemble et on espère faire de l'idéation ou de l'intelligence collective en travail de groupe. Et sauf que les travaux de groupe, on sait bien qu'en général, il y a toujours les mêmes qui vont prendre le leadership, d'autres qui vont suivre et pouvoir construire et développer derrière, et puis d'autres qui vont plutôt être des freins, etc., etc. On a des schémas et en plus on varie les casquettes en général d'un groupe à l'autre. Et là, en fait, avec un design sprint, tout le monde travaille, produit exactement la même chose. C'est une production individuelle avec une mise en commun. On enrichit en groupe. On reproduit individuellement, on remet en commun, on enrichit en groupe. Et c'est en permanence cet aller-retour-là entre la production individuelle et le travail de groupe. Et c'est pour ça on appelle ça travailler seul ensemble, mais c'est une bonne définition en tout cas. Et effectivement, on concrétise tout de suite. Il faut jamais arrêter un design sprint au milieu sans aller au bout, parce que de temps en temps on dit oui mais on n'a pas le temps de bloquer 3 jours ou 5 jours, on préfère faire 6 mois de réunion. Oui non mais on gagne du temps en faisant ça et il faut aller au bout, parce que si on n'est pas allé au bout, on se rend compte de tout ce que les 3 premières étapes nous ont apporté parce qu'on a fait la 4e et la 5e. Donc en permanence aller jusqu'à l'obtention du feedback, sinon sans ça on avance complètement à l'aveugle. Donc ça, c'est notre petite communauté de Sprint Master dans notre réseau expertise.
Alors là, j'ai juste pris ce que j'entends régulièrement dans les projets, pardon. Alors c'est toujours l'expression du besoin versus l'expression du besoin de l'utilisateur versus ce que le prestat a compris. Et au final, plus personne, de toutes les façons, n'est d'accord, mais sans se le dire et sans le reconnaître. Donc au final, le produit qui est livré ne correspond pas exactement à ce qu'il aurait fallu faire. Après, il y a toujours effectivement les mêmes qui proposent, qui organisent. Le projet est mal dimensionné, on a du mal à le faire évoluer, surtout plus le projet est long, plus c'est complexe. Donc, avec le design sprint qui se fait en amont, on est sûr d'aller choisir la bonne solution, d'avoir pris la bonne décision, ce qui est déjà la prise de décision, c'est déjà un grand sujet. On favorise la co-conception, c'est pour ça aussi souvent on organise des design sprints en équipe mixte, soit donneur d'ordre et enfin client et prestataire, pour que effectivement le projet soit le plus abouti possible. Et donc dans une démarche évidemment de test and learn. Donc voilà pour en résumé ce que je pouvais vous dire du design sprint. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on attaque l'atelier? Donc, dans ce que j'ai compris, il y a 3 étapes qui durent chacun une journée. Donc il y a 5 étapes, mais on voit 3 étapes principales qui durent chacune une journée. Du coup, il manque 2 jours. Il y a la première étape qui est la compréhension, qui se termine par la définition. Là, on redéfinit la problématique. Une journée. Deuxième étape, l'idéation. Encore une journée. Ensuite, on a la décision. 3e journée. 4e étape, 4e journée, le prototypage. Et la 5e, la validation. Voilà. D'autres questions? Ou apport? C'est bon? J'ai tout dit. Oui. Du coup, qu'est-ce qui fait que dans chaque étape, ça marche aussi bien? Parce que on fait de l'agilité, on fait des réunions ensemble, donc les étapes de compréhension, d'idéation, ça se fait plus ou moins déjà. Qu'est-ce qui fait que cette méthode marche mieux que les autres? Alors, moi je trouve qu'elle marche mieux que les autres. Alors après il y en a d'autres qui marchent très bien, hein, mais elle est assez complète. C'est-à-dire que pour chaque étape, on va chercher d'autres outils, exercices ou méthodes qui viennent enrichir. En fait, elle n'est on va dire, elle est en concurrence avec aucune méthode. Et c'est pour ça que je trouve qu'elle est efficace. Typiquement dans la compréhension, on va travailler avec un outil comme le Persona, par exemple. On va travailler avec le Business Canvas. On va travailler, mais tout ça, ce sont des outils qui existent. On peut, à un moment de l'idéation, se dire, bah tiens, on va faire 3 heures ou 2 heures d'Océan Bleu, par exemple. Voilà, on va aller chercher les bons outils au fur et à mesure des étapes. Dans le bouquin, vous avez à peu près 70% de la journée ficelée. Alors, toutes les 10 minutes ou 20 minutes, vous avez fait l'exercice A, ensuite l'exercice B, ensuite l'exercice C. Mais si à un moment, l'exercice C ne correspond pas, ben on va prendre le D. Et le D, il n'est pas dans le bouquin, on va le chercher dans nos connaissances, en fait. C'est toute la valeur du Sprint Master, c'est qu'il ne fait pas partie de l'équipe, il est bien là pour faciliter. Et il a une connaissance suffisante et du sujet et des méthodes de travail pour réussir à aller chercher le bon outil qui va permettre de faire émerger quelque chose. Voilà. Mais chaque étape s'enrichit, voilà, de coaching agile, de jeux de coaching agile, ce que vous voulez. À chaque fois, ça s'enrichit très bien avec ça. Je pense connaître la réponse, mais est-ce que tu dois forcément avoir dans des ateliers design sprint des représentants des utilisateurs? Alors, bizarrement, non. En fait, avec le design sprint, on travaille en amont, et c'est toute la préparation d'ailleurs en amont qui fait la différence. On va travailler en amont sur la connaissance d'utilisateurs. Mais forcément, en fonction de ce qui sera passé dans la première étape, on n'a pas forcément la bonne connaissance des utilisateurs. Mais c'est quand même par rapport à la connaissance des utilisateurs, des membres de l'équipe, que du coup, on va aller
toujours, on le met au cœur de la démarche, mais sans l'avoir physiquement avec nous. Et c'est jusqu'à la validation. Et la validation est faite, en revanche, par l'utilisateur final. Voilà. Mais on se met toujours à la place de l'utilisateur, donc en ayant travaillé en amont, évidemment, notamment, mais sans qu'il soit là pour nous dire « je veux un cheval de plus ou une vitesse supplémentaire ». Ça veut dire que tu connais déjà un petit peu ton prospect ou ton client cible. Alors, ça dépend. La sélection en fait des clients pour tester se fait dans la deuxième étape. Donc c'est le mardi qu'on invite pour le vendredi. Alors après tout dépend des problématiques. Si par exemple je prends une problématique d'interface, je suis l'entreprise A, j'ai déjà je veux lancer un nouveau produit mais j'ai déjà des clients et je veux lancer un produit sur les montres connectées et je veux lancer une appli. Bon. Je vois à peu près bien quand même à qui je m'adresse, puisque ce sont mes clients en règle générale. Donc mon marché, je le connais, du coup je suis capable d'aller chercher les bonnes données et les bons outils pour travailler ça. Si en revanche, je suis une entreprise qui veut changer de marché, ça arrive, ben là dans ces cas-là, on va se débrouiller, on va faire intervenir des experts, on peut faire témoigner un ou deux utilisateurs, mais sur un temps très court. Juste pour nous donner vraiment de la matière pour travailler. Et après, ces experts-là ou ces témoignages-là s'en vont, et c'est l'équipe qui reprend, toujours en se mettant à la place de l'utilisateur, mais sans le connaître réellement. D'autres questions ? Sur la partie prototypage, on va jusqu'où? C'est du Wiremock, on s'arrête là, ou on va carrément jusqu'à une application en production, quitte à ce que les fonctionnalités ne soient pas complètes? Alors déjà, en fait, comme on a 24 heures maximum, ça limite un petit peu. Hein. Donc le prototypage, alors si c'est une interface, typiquement, on va s'appuyer sur un InVision ou un logiciel comme celui-là. Voilà. Mais l'enjeu du prototypage, c'est évidemment de pas aller dans le détail. C'est pas un MVP non plus. Donc on fait au plus simple et surtout on identifie lors de la veille, la fin de la troisième étape, ce qu'on veut prototyper. Et en fonction de ce qu'on veut prototyper, on va modifier, enfin on va adapter le prototypage. Si on prend Dropbox par exemple, Dropbox, le prototypage qu'ils avaient fait, c'était une vidéo pour montrer le service. Ils n'ont pas fabriqué un cloud en MVP, quoi. Voilà. Donc tout dépend de ce qu'on veut tester. Mais et puis en 24 heures, voilà. Est-ce que tu connais, tu as des retours d'expérience sur quand c'est de la création de matériel? Alors, quand c'est de la création de matériel, est-ce que j'ai des retours d'expérience? Je traduis pour la... Oui, en fait, est-ce que le design sprint peut s'appliquer aussi pour l'industrie, pour faire du matériel? Il n'y a aucune raison que ça ne s'applique pas si il y a une problématique complexe au départ. Je m'entends. Si j'ai une équipe qui dit je voudrais faire je sais pas moi, je voudrais innover, je voudrais modifier ma gamme d'ordinateurs et c'est trop vague, c'est pas vraiment une problématique complexe. Donc après, faut mieux éviter, mais enfin, on peut passer beaucoup de temps sur cette problématique-là, et c'est très souvent le travail d'ailleurs des équipes de design thinking de travailler vraiment en amont, et puis arriver du coup à une problématique complexe. Et je veux arriver à ça, à tel résultat. Je ne sais pas, ou je sais que les utilisateurs attendent ça, je ne sais pas le faire. Ça va être une problématique complexe. Mais si c'est juste la création d'un nouveau produit, après, quelle que soit la catégorie du produit. Mais si c'est juste de la création de nouveaux produits, c'est pas une problématique. Il faut le transformer en problématique. Mais le British Museum a modifié son flux de visiteurs avec un design sprint. Slack a été fait avec ça. Enfin, donc il y a des problématiques complètement différentes de Strat et d'Orga aussi, très souvent d'ailleurs. Mais donc c'est pas un frein le lancement de produits, mais il faut que ce soit une problématique au départ. Des questions? On attaque? Ah, une dernière. Est-ce qu'il y aurait une définition de Freddy avant de rentrer dans la phase compréhension? Alors, une définition à quel moment on est prêt pour entrer dans la phase de compréhension? Est-ce qu'on est mature pour partir en design sprint?
Alors, et si tu trouves le ready, moi je prends l'équipe. Hein. Non, j'ai pas la réponse. Ouais. J'ai pas la réponse. En fait, il y a un travail préparatoire à faire, ça c'est sûr, avec l'équipe. On n'arrive pas comme ça en disant tiens, si on se faisait un design sprint. Donc il faut que l'équipe ait travaillé en amont avec le sprint master. Mais donc quelque part, c'est au sprint master d'être garant qu'il va pas partir dans le mur, quoi. Et personne n'a intérêt à partir dans le mur. Ça c'est sûr. Mais enfin moi, le seul risque que je vois, c'est de se prendre le jus là. C'est-à-dire que si le travail n'a pas été fait en amont, on est obligé de le faire sur l'étape 1. Et effectivement, moi, ça m'est déjà arrivé sur l'étape 1 de mettre 12 heures ou 14 heures. Parce qu'il y a 6 heures de travail préparatoire qui n'a pas été fait, qu'on est obligé de faire ensemble. Mais moi, je dirais que ça. Stéphane, tu... Effectivement, le Sprint Master il est garant que tout est prêt pour que ça soit un succès. Enfin, en tout cas, limiter le risque de rater le truc. Dans ce que il me semble indispensable, c'est déjà la recherche utilisateur, c'est-à-dire avoir une connaissance suffisamment fine de la problématique, en tout cas des pain points que les utilisateurs ont remonté et du problème qu'on veut résoudre. Donc, il faut quand même avoir circonscrit et avoir une base de connaissances nécessaire pour pouvoir dire, OK, à l'intérieur de ce champ de problématiques, on va isoler un sujet et on va s'attaquer à un parcours et trouver une solution. Voilà. Donc, recherche utilisateur, préparation, s'assurer qu'il y ait une équipe compétente, pluridisciplinaire, qu'il n'y ait pas trop de monde, qu'il n'y ait pas des gens qui soient mis là pour des raisons politiques. Voilà. Parce qu'effectivement, quand on vous impose 12 personnes, c'est juste pas possible, on peut pas animer 12 contributeurs, des gens qui sont pas des gens, comment dirais-je, aptes à la facilitation, c'est-à-dire qu'ils vont être plutôt, alors même si on peut avoir ce que Knapp appelle les troublemakers, des gens qui vont être un petit peu titillés, c'est bien, mais si vous avez que ça, vous avancez pas. Voilà. Alors effectivement, j'ai pas précisé sur l'équipe parce que le choix, la constitution de l'équipe est assez important. Déjà, tant qu'à faire, il faut qu'elle soit pluridisciplinaire, ça c'est une évidence. Il y a aussi un nombre idéal. Moins de 5, c'est un peu compliqué parce que l'intelligence collective ne prend pas. Plus de 10, moi, j'estime que c'est injouable. Et idéalement, c'est 7. Voilà, et ça a été théorisé par plein de gens, même en dehors de Google. Mais effectivement, le chiffre magique, c'est 7. Et parmi ces 7-là, vous attribuez au moins un rôle, à savoir le décideur. Ça, c'est exactement comme dans l'agile, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est garant que les décisions qui sont prises correspondent quelque part au contexte de l'entreprise ou de l'équipe. Voilà. Si effectivement, dans un design sprint, l'équipe dit bah, c'est super, on choisit ça parce que au trimestre 3, on va lâcher 1 million d'euros et qu'en fait, il n'y a pas du tout ça, ça ne sert à rien, c'est complètement stérile. Donc, il y a un décideur au sein de l'équipe, mais qui ne veut pas dire qu'il est chef, pas du tout, hein, c'est juste qu'il est garant des décisions et de la cohérence. Exactement. Exactement. Tout à fait. Après, il y a effectivement, il faut que les caractères, il faut que tout le monde soit très motivé aussi. C'est une expérience qui est très forte pour les participants. Exactement. Et ce que je peux constater, c'est qu'il y a beaucoup de différences sans faire de généralité gratuite, mais enfin, il y a beaucoup de différences dans les habitudes de travail en fonction des entités. Et plus l'entité est grande, et plus la prise de décision est difficile. Et moi, j'insiste vraiment sur l'apport du design sprint parce qu'en fait, l'équipe est obligée d'avancer. Elle n'a pas le choix. Et pour avancer, elle doit prendre des décisions. Et le nombre de fois où vous passez des réunions et des réunions et des réunions, des comptes rendus, des mails, des réunions, et en fait, il n'y a aucune décision qui est prise, ou alors il y a une décision qui est prise mais qui est remise en cause, enfin bref, on avance, on recule. Là, avec un design sprint, décision, on avance. Décision, on avance. Et donc ça, c'est en dehors des profils au sein de l'équipe, puisque c'est la méthode qui permet de faire ça. Voilà. Tout en ménageant les égos, oui. Oui. Alors, tout à fait. Tout est, et en fait, exactement, et toutes les productions,
Il y a tellement de production individuelle que ça devient anonyme, en fait, quelque part. Donc, on peut faire des design sprints avec des niveaux hiérarchiques au sein de l'équipe complètement différents. Ça s'estompe de fait, en fait. Et c'est ça qui est, bien sûr. Et exactement. Tout le monde a la même voix, le même poids, la même obligation de produire. Donc, c'est tout le monde au même niveau, mais on avance dans la même direction. Mais en étant régulièrement éclaté un peu partout et hop, pour se refocuser. Donc, c'est vraiment bien. C'est vraiment efficace. Donc, je vous propose maintenant de le vivre. Alors, vivre un échantillon, évidemment, parce que vous imaginez bien qu'en 2 heures, on va pas faire 5 jours. Donc, ce qu'on s'était dit avec la communauté, c'est que, typiquement, vous alliez travailler sur comment développer cette belle et nouvelle communauté des Google Developers Group. Donc, voilà, ça va être votre problématique aujourd'hui, puisque il y a eu beaucoup d'énergie qui a été mise, et tant qu'à faire, autant que ça perdure. Donc, vous allez travailler sur ça ce soir, et donc on va pouvoir mettre fin à la vidéo. Au revoir.